Et j'ai le plaisir de commencer ce webinaire et de vous accueillir. Je suis content de vous accueillir. Bravo à tous pour votre ponctualité, pour l'intérêt que vous montrez pour le sujet, le management des hommes, le leadership. Et donc, ce webinaire va prendre 60 minutes maximum. Quand je dis ça, en général, je me plante, mais on ne va pas dépasser de beaucoup de toute façon. Je vais me présenter. Ah oui, avant ça, vous allez recevoir dans l'heure qui suit le PowerPoint de tout ce que je vais vous montrer et dire. Et demain, dans 20 minutes maximum, vous recevrez également le lien pour le replay. Les aides-mémoires que vous allez recevoir, le replay, il n'y a pas de droit d'auteur, quoique. Mais utilisez-les, faites-le partager, et puis même, pourquoi pas, coacher vos propres collaborateurs. Si vous avez des collaborateurs déjà, parce que je sais que vous êtes nombreux de l'École nationale des arts et métiers à être ici, et donc vous êtes des managers potentiels, et déjà vous vous préparez. Très bien. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Régis Bossu, je suis le fondateur et l'animateur d'International Leadership, qui existe depuis 1988. Nous sommes spécialisés dans le domaine du management des hommes, le leadership, la négociation, l'affirmation de soi dans le cadre de l'entreprise. J'ai formé personnellement plus de 6000 managers, accompagné plus de 300 dirigeants et managers. Et mes interventions, comme toutes celles de mes partenaires, eh bien, sont des interventions qui se veulent concrètes, efficaces et qui favorisent l'action et la réussite dans le domaine du management des hommes. Alors, maintenant, ah oui, une autre précision, si jamais ça décroche, parce que en ce moment, vous le savez pourquoi, les débits sont bien encombrés. Si jamais ça coupe, patientez, ça va revenir automatiquement. Alors maintenant, je vais vous présenter un certain nombre d'éléments que nous travaillons dans une formation et aussi en coaching qui est intitulée le leadership en action. Donc, vous entendez déjà le terme d'action, nous sommes des concrets. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on attend d'un manager? Et je vais là aussi supprimer temporairement ma vidéo pour faciliter le débit encore. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on attend d'un manager? Souvent, quand on pose cette question à des managers, en coaching ou en formation, on nous répond prendre des décisions, fixer des objectifs, contrôler, informer, arbitrer, sanctionner, atteindre des objectifs, motiver, faire grandir, développer les collaborateurs. Eh bien, effectivement, tous ces éléments sont particulièrement importants et si nous voulons les résumer, dans un premier temps, prendre des décisions, c'est aussi agir. Agir, prendre des décisions et aussi agir par l'exemple. Maintenant, ce qu'on attend plus encore d'un manager, s'il a des objectifs à atteindre, il va les atteindre avec ses collaborateurs. C'est les collaborateurs qui se mobilisent et qui réalisent les actions et qui atteignent les objectifs. Donc, ce qu'on attend plus encore d'un manager, c'est surtout de faire agir. Faire agir, et mieux les collaborateurs sont motivés, meilleurs sont les résultats. D'où exercer une influence sur les autres pour leur donner envie. Et aussi, à certains moments, lorsque un collaborateur ou des collaborateurs ont des comportements inadéquats, eh bien, c'est d'intervenir. Et d'intervenir sans délai et quelquefois fermement. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire face. Comment agir efficacement, faire agir, faire face. Nous allons l'aborder. Et pour commencer, 3 principales qualités en tant que manager.
Bien sûr, vous allez dire, en tant que manager, nous avons beaucoup plus que simplement 3 qualités. Maintenant, il y a des qualités qui sont essentielles. Et l'une de ces premières qualités, c'est ce qu'on appelle l'enthousiasme. Ah, la force de l'enthousiasme. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est contagieux, c'est communicatif, l'enthousiasme. Je peux faire un discours, inviter les gens à faire un effort particulier, les entraîner dans une certaine direction. Sans enthousiasme, ça tombe à plat. Et c'est comme ça qu'on montre qu'on y croit. Deuxième qualité, l'empathie. Alors, l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre pour le comprendre de l'intérieur. Mieux je comprends les autres, mieux je peux les aider, mieux je peux trouver des moyens de les motiver. L'empathie, se mettre à la place de l'autre pour le comprendre de l'intérieur, seulement si je me mets complètement à la place de quelqu'un qui souffre, qui est malheureux ou qui n'a vraiment pas envie de faire quelque chose, si je me mets complètement à sa place, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis aussi malheureux que lui et aussi démotivé dans certains cas. Donc l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre tout en gardant une certaine distance pour être capable de réagir et de le faire réagir. Et une autre grande qualité, et ça j'allais l'écrire en lettres d'or si je le pouvais, une qualité qui consiste à prendre des décisions, à annoncer des décisions quelquefois qui ne plairont pas à tout le monde, à dire quand ça va ou quand ça ne va pas. C'est prendre le risque aussi à certains moments, le risque d'être impopulaire. Et dans ces cas-là, une grande qualité, et c'est ce qu'on appelle tout simplement le courage. Et nous allons voir aussi plus tard dans ce webinaire à quel moment le courage est plus particulièrement précieux pour un manager. Alors maintenant, quoi d'autre encore? Exercer une influence sur les autres, c'est dire que nous allons utiliser dans notre communication un certain nombre d'outils. Et je vais regarder, je vois aussi qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. Il y a quelqu'un qui nous dit « Impossible d'avoir du son malgré les redémarrages ». Anthony, pareil donc il y a 2 problèmes de son. Anthony, est-ce que Anthony, je l'ai sous les yeux. Anthony, vous savez, c'est certainement quelque chose à régler dans votre appareil. Prenez le bouton réglage et son et agissez en conséquence, ça devrait marcher. Alors, vous avez aussi face à vous, sur le côté ou quelquefois en haut, selon la fenêtre, un petit bonhomme qui tend le bras. Si vous voulez intervenir, allez-y, cliquez sur cette icône et à certains moments, je répondrai. Et aussi, on prendra le temps de répondre aux questions. Alors, maintenant, je vais vous présenter les outils de l'influence. Et le premier de ces outils, c'est ce qu'on appelle les 5 premières secondes. Dans la communication, les 5 premières secondes, que se passe-t-il? D'abord, est-ce que ça dure forcément 5 secondes? Ça peut durer une fraction de seconde. Le premier geste, la première image, les premiers mots, l'attitude. Et que se passe-t-il dans ces 5 premières secondes? Eh bien, notre interlocuteur se fait une première impression. Et cette première impression va influencer tout le reste de la communication qui va suivre. D'où l'importance de tout faire dans la communication pour réussir ces 5 premières secondes qui peuvent se passer en une fraction de seconde. Les premiers gestes, premiers mots. Et souvent, en séminaire, en coaching, voire même avec des vendeurs, on travaille les 5 premières secondes d'une manière très concrète en exercice. Les 5 premières secondes. J'accueille
un groupe, je vais faire un brief, je fais une réunion, un exposé en public, les 5 premières secondes. Plus, alors vous allez me dire, si ces 5 secondes il se passe quelque chose de différent de ce qu'on souhaite, eh bien, on peut effectivement corriger cette première impression. Seulement, ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. La preuve, c'est qu'on dit souvent de certaines personnes qu'elles gagnent à être connues. Ça montre bien qu'elles gagneraient plus encore à réussir son tout premier contact. 5 premières secondes. Dans un entretien, accueillir un collaborateur, ça peut être un geste, un mot, un sourire, une expression, l'inviter à s'asseoir, tout simplement. Maintenant, le deuxième élément, un deuxième outil, eh bien, c'est ce que disait un psy célèbre, l'homme est un iceberg. Qu'est-ce qui caractérise un iceberg? Eh bien, la partie immergée est la plus importante, et la partie immergée, c'est ce qu'on appelle le subconscient. Et l'essentiel de la communication se fait au niveau du subconscient. Et nous avons des manifestations du subconscient à notre insu, comme celui de l'autre. Manifestation du subconscient, qu'est-ce que ça peut être? Des lapsus, des réflexes. J'ai une difficulté particulière, je commence ou alors, à un moment donné, je vais dire quelque chose d'important, je suis mal à l'aise, c'est le regard qui dévie. Ça, c'est des manifestations du subconscient. Ça peut être les oublis. Vous avez un collaborateur qui a une très bonne mémoire, qui a tendance à oublier toujours la même chose. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que ce point-là, c'est quelque chose sur lequel il est à l'aise ou quelque chose qu'il aime bien faire? Pas sûr. Maintenant, quand deux icebergs se rencontrent, à quel niveau se fait le subconscient? À quel niveau se fait le premier contact? Au niveau du subconscient. On n'a encore rien dit, rien fait, et déjà deux personnes en présence, eh bien, exercent déjà une influence l'une sur l'autre. Et nous pouvons consciemment influencer le subconscient de l'autre pour le faire réagir d'une certaine manière. C'est souvent de la manipulation. Et on a des exemples tous les jours à la télévision, dans les rues, c'est la publicité, qui est quelque chose de très consciemment élaboré et que nous recevons essentiellement au niveau du subconscient et qui a pour but de nous faire agir d'une certaine manière. Nous-mêmes, en tant que managers, nous pouvons consciemment organiser notre discours, nos comportements, notre façon de faire pour donner une certaine impression et à réagir d'une certaine manière. Et plus nous sommes positifs vis-à-vis de quelqu'un, ou d'un groupe, ou d'une équipe, plus nous allons les encourager à réagir positivement. Qu'est-ce que déjà nous pouvons en déduire? C'est que dans la communication, il n'y a pas de hasard. Et c'est celui ou celle qui veut obtenir un certain résultat qui doit s'en donner les moyens. Maintenant, dans la communication, le message est toujours déformé. En ce moment même, chacun d'entre vous entend et comprend ce que je dis, chacun à sa manière. Pourquoi? Eh bien, nous recevons la réalité, les informations, à travers un prisme qui nous est propre. Et ce prisme nous donne une certaine image de la réalité. Ce prisme, quel est-il? De quoi est-il fait? Eh bien, ce prisme, c'est tout notre vécu, notre éducation, notre relation avec les parents, les amis, toute notre expérience, toutes les expériences qu'on a pu mener et enregistrer avec toutes les émotions qui les accompagnent. Si bien que nous avons tous une manière personnelle d'interpréter la réalité et interpréter les informations. Quelle est la conséquence? C'est que plus nous sommes spécialisés dans un domaine, eh bien, plus nous avons tendance à utiliser un jargon qui est clair pour nous et qui peut être perçu différemment par quelqu'un d'autre si cette personne n'a pas le même parcours, le même cursus, la même expérience. Donc, ça veut dire, ça demande de notre part, plus encore, mieux on connaît un sujet, de faire un effort plus particulier pour utiliser les mots les plus simples possibles. Et c'est souvent difficile. Et aussi vérifier
que l'autre nous suive, comprenne notre message. Comment peut-on le faire? Eh bien, en observant, en posant des questions. Par exemple, vous me suivez? C'est clair? Vous voulez des précisions? Je peux continuer? Et aussi l'observation. Chacun devant nous, chaque interlocuteur nous montre à sa manière si le message passe bien, ainsi le feu est vert, ou clignotant, ou carrément rouge. Et par là même, ça nous permet de mieux nous adapter. Alors maintenant, un autre point, et là je sens que j'aurai des réactions et ça va vous faire peut-être bondir. Les collaborateurs se comportent comme on les voit. C'est dit d'une manière assez péremptoire, en croyant que c'est 100% des cas. Évidemment non. Seulement, que se passe-t-il dans la communication? Si je vois un collaborateur d'une certaine manière, ça va influencer mon comportement et je vais me comporter vis-à-vis de cette personne d'une certaine manière. Et si je me comporte d'une certaine manière, eh bien, je vais générer chez cette personne des réactions. Alors, si vous avez un collaborateur, si vous le voyez comme un imbécile, par exemple, rassurez-vous, il va rien faire pour vous décevoir. Il va se comporter comme tel. Alors, si vous voulez qu'un collaborateur change de comportement, eh bien, par quoi commencer? Par changer vous-même votre vision du collaborateur et commencer par vous appuyer sur le positif. Tout le monde a du positif. Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf, personne n'est parfait, pratiquer un angélisme, c'est souvent risqué, mais je peux voir les choses d'une manière réaliste en m'appuyant sur le positif. Alors maintenant, dans la communication, c'est le non-verbal qui est le plus parlant quand le non-verbal diverge du verbal. Le non-verbal, qu'est-ce que c'est? C'est les gestes, c'est le rythme, l'intonation, le regard, l'attitude. Et quand je dis une chose et que je montre quelque chose de différent, c'est le non-verbal qui est toujours interprété. Par exemple, je vous dis, vous savez, moi, je veux bien travailler avec vous, 2 heures de plus. Ce que vous avez entendu est très clair, vous l'avez très bien compris. Seulement, vous avez interprété l'inverse. Pourquoi? Parce que dans tout mon non-verbal, j'ai dit l'inverse de ce que je vous ai formulé. Dans ces cas-là, c'est toujours le non-verbal qui est interprété. Dans le management des hommes, si vous voulez mieux convaincre encore, c'est mettre en harmonie ce que vous dites et ce que vous montrez. D'où, souvent, dans une prise de parole en public, une réunion, un entretien, préparation. Préparation, voire même dans certains cas, répétition. Maintenant, dans le management des hommes, plus encore, chaque collaborateur au niveau du subconscient perçoit tout de nous. D'où, si je veux être crédible, je dois mettre en harmonie mes comportements avec ce que je dis. Et aussi, dans le management des hommes, la force de l'exemple. L'exemple, ça vaut tous les discours du monde. Un grand principe, dans le management des hommes, ce que tu dis, ce que tu fais, vaut 1000 fois ce que tu dis. La force de l'exemple. Dans la communication, c'est la réaction qui est synonyme de signification. À quoi je vais voir que le message est passé? À la réaction. Dans la communication, c'est par l'observation que je vais voir si le message passe. Maintenant, souvent, quand on a une difficulté de communication avec quelqu'un, souvent, on est bien préparé, on a préparé son discours de A jusqu'à Z, ou son entretien, différentes phases, de A jusqu'à Z, on déroule tout. Seulement, on voit bien que le collaborateur ou notre interlocuteur ne réagit pas comme on le souhaite. Il regarde sa montre, il donne des signes d'impatience, il pose davantage de questions, il fait des objections. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? De toute façon, tant pis, je suis bien préparé, j'ai mon argumentaire, je déroule tout de A jusqu'à Z. Eh bien ça me rappelle les gros titres dans la presse médicale sur une situation que j'ai vue un jour. Un grand titre.
l'opération est une réussite. Je lis l'article et je vois que le patient est mort. Ah, c'est certainement pas ce résultat qu'on voulait. Dans la communication, c'est pareil. J'ai prévu un argumentaire de A jusqu'à Z, je le respecte bien, et puis mon interlocuteur donne des signes d'opposition ou des signes différents de ce que j'attends. Qu'est-ce que j'ai tendance à faire? Encore plus de la même chose. Je le répète, je le dis encore plus fort et je force. Et ça, jusqu'au bout. J'ai réussi une très belle opération. J'ai fait exactement tout ce que j'ai prévu. Seulement, le message n'est pas passé. J'ai fait une très bonne opération. Seulement, le patient est mort. D'où, lorsque la réaction de l'autre est différente, eh bien, plutôt que de faire encore plus de la même chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier la forme de mon message. C'est l'une des caractéristiques des communicateurs les plus efficaces, que ce soit des managers, des vendeurs, des hommes politiques, tout simplement des gens qui ont l'art de convaincre. Ils ont l'art de s'adapter, d'observer et de modifier son comportement. Et c'est ce que nous travaillons très concrètement en coaching, en formation et en webinaire aussi ou en classe virtuelle. Autre point, et pour finir, dans la communication, 3 règles de communication. Une première, se fixer un objectif clair. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est clair, tout le monde nous le dit, on prend n'importe quel manuel de management de communication, on nous le dit en permanence. Alors, Régis, qu'est-ce que vous nous apportez de plus? Écoutez, tout simplement, ça vous est jamais arrivé de mener un entretien, de parler de choses fortes, intéressantes, très concrètes, etc., sauf du sujet essentiel. Quelquefois, ça arrive, il y a des collaborateurs qui ressortent du bureau de leur manager, un entretien extrêmement constructif, utile, et puis tout d'un coup, ils se disent, mais au fait, il m'avait demandé de venir pourquoi? Quelquefois, il y a des managers qui ont un but très précis. Souvent, c'est une communication qui peut être difficile, un objectif difficile, un message difficile. Et puis, bien sûr, le collaborateur, bien souvent, il sent ça. Donc, il utilise une stratégie pour faciliter la communication. Il peut dire, par exemple, vous avez vu le chiffre hier, vous avez vu le problème avec le client, là, c'est résolu, ou des choses comme ça. Et le manager, il s'adapte, et puis plus le temps passe, plus c'est difficile ensuite d'aborder le sujet qui est là. Voilà. Et l'entretien se termine, on a parlé de tout, de beaucoup de choses, et à la fin, on a parlé de tout sauf du sujet le plus important. Et l'inconvénient, c'est que le manager s'en veut en se disant, il en veut au collaborateur en disant, oh là là, il a déployé une stratégie là qui m'a empêché de dire ce que j'avais à dire. Seulement un peu après, il finit par s'en vouloir à lui-même. Parce qu'il se dit, écoute, tu t'es laissé balader et t'as pas eu le courage d'aborder les choses. Si ça arrive exceptionnellement, c'est pas un problème, on corrige le tir, et puis voilà. Si ça s'accumule, si ça se répète, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'image de soi qui se détériore, la confiance en soi qui se détériore. Alors, c'est vrai qu'il faut s'adapter, c'est ce que je vous ai dit depuis le début de ce webinaire, il faut s'adapter, d'accord. Donc, il y a des imprévus dans l'entretien, je vais m'y adapter, seulement si j'ai un objectif clair, je vais pouvoir mieux y revenir à cet objectif. D'où dans notre préparation, quel est mon objectif et à quoi vais-je voir que je l'ai atteint. Autre point, c'est être capable de souplesse de comportement. Il y a des choses qui se présentent d'une manière différente, je vais m'adapter. Et aussi, troisième point, utiliser son sens de l'observation. Nos interlocuteurs communiquent en permanence à leur manière. Alors, maintenant, nous allons faire une courte pause pour répondre à vos questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Allez-y, vous pouvez poser la question dans la boîte de chat si vous voulez, et je vais y répondre. Ou est-ce que quelqu'un veut intervenir? Il peut pour cela cliquer sur le petit bonhomme qui tombera.
par exemple. Alors, qui a des questions? Je regarde les messages. Hein. On parle surtout de questions de son. Alors, vous avez parlé de... Alors, c'est Ferdinand qui dit, vous avez parlé de souplesse de comportement. N'avez-vous pas peur que certains collaborateurs voient ça comme un retournement de veste? Effectivement, souplesse de comportement, c'est s'adapter, mais c'est pas retourner sa veste. Et si je suis bien préparé, je connais mon objectif, c'est ça que je veux aborder et c'est ça que je veux obtenir, mieux je suis préparé et surtout à l'imprévu, mieux je vais pouvoir m'adapter, ce qui veut dire que je vais pouvoir répondre, écouter, montrer que je comprends, tout en revenant sur mon objectif et mes arguments. C'est autre chose que de retourner sa veste. Maintenant, si vous avez un exemple et vous revenir sur le sujet, n'hésitez pas, surtout si vous avez un exemple. Alors, quand vous avez dit que la vision que nous avions d'un collaborateur influençait son comportement, si effectivement nous le prenons pour un imbécile, comment réussir à trouver du bon sens dans ce collaborateur? Dans notre opinion, il n'y en a pas. Effectivement, si je le vois totalement d'une certaine manière, je vais réagir comme ça. D'où l'importance, si je veux manager les autres, obtenir de certaines réactions, certains comportements, c'est par moi que je vais commencer. J'ai une difficulté avec quelqu'un, un interlocuteur ou un collaborateur, avant d'aller le voir, si je me dis, oh, il est ceci, il est cela, résultat garanti, préparez-vous à faire autrement. C'est-à-dire que je vais positiver mon prisme de ce collaborateur, je vais chercher des points positifs. Tout le monde en a. Tout le monde en a, même si j'ai des relations difficiles avec quelqu'un, si c'est quelqu'un qui a lui-même des difficultés avec les autres. Si je veux changer, si je veux avoir un entretien différent, plus constructif, je vais commencer par chercher et trouver des points positifs. Je vais m'appuyer dessus quand je serai dans cet état d'esprit. Là, je vais aborder cet entretien et je vais avoir des résultats différents. Voilà, ça c'est véritablement agir plutôt que de réagir, se donner les moyens d'intervenir d'une manière et d'obtenir certaines réactions. C'est moi qui le fais, c'est pas l'autre qui spontanément va modifier son comportement pour me faire plaisir. Je suis un manager, je veux changer de situation, je me donne les moyens. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que nous allons avoir le résultat attendu automatiquement et à 100%. Seulement si je fais des choses différemment et je m'en donne les moyens, même si le résultat attendu n'est pas celui que je veux, au moins je peux me dire j'ai fait le maximum. Et là, je préserve aussi mon amour-propre, mon estime de soi, c'est d'avoir décidé d'avoir fait ce qu'il fallait le mieux possible. Et aussi, je peux être un exemple, peut-être pas pour ce collaborateur, mais pour d'autres. Alors, qui a d'autres réactions? À mon sens, on peut travailler sur notre comportement envers cette personne, avoir du recul sur nos actes, mais quoi qu'il arrive, on risque de ne pas changer notre avis sur cette personne. Oui, bien sûr, ça arrive. Pourriez-vous expliquer comment motiver des collègues pour un projet qu'ils pensent impossible à réaliser car trop dur? Certainement, vous aurez des réponses dans la suite ou des éléments de réponse. Et si c'est pas le cas, revenez sur votre question. On va y répondre. On va aborder le sujet. Alors, maintenant, on va continuer. Et je remarque qu'il y a 62 personnes présentes, magnifiques. Et autre point, maintenant, la motivation. Qu'est-ce que motiver? Comment motiver? Ça, ce sont des sujets que nous travaillons à la fois en formation, en coaching, et ceci d'une manière très concrète. Maintenant, avant ça, je vais vous présenter ce qu'on appelle les ressorts ou la molécule de la motivation.
Et la molécule de la motivation a plusieurs modules. Et chacun de ces modules communique entre eux. Il n'y en a pas un qui est plus important que les autres. Ils sont tous nécessaires et ils ont tous une influence les uns sur les autres. Et le premier de ces modules, c'est le but commun. Je vais y revenir. Le deuxième, c'est la contribution individuelle. Ensuite, c'est le passé positif commun. Et dans la motivation, vous allez voir à quel point c'est important. Je vais changer le layout pour que vous puissiez mieux voir ces différents éléments. Autre module, la valorisation, l'intérêt du travail et la réalisation de soi. Alors, le premier point, le but commun. Le but commun, c'est faire en sorte que les collaborateurs s'approprient le but de l'équipe, le but de l'entreprise. Faire en sorte que le but amène les gens à regarder vers le haut, à donner envie de se dépasser, de participer à un projet qui est important, faire en sorte qu'ils ont le sentiment d'avoir une mission. Et le but commun, vendre le but commun et le faire vivre, ça dépasse de loin la simple élaboration d'une charte et puis distribuer ou mettre des posters, des grands posters sur les salles de réunion et partout. Le but commun, c'est le faire vivre, c'est-à-dire dans notre attitude, dans nos entretiens, dans nos réunions, développer le but commun et faire en sorte que les gens se l'approprient. Oui, ça montre bien qu'il n'y a pas de technique de communication qui font que automatiquement les gens s'approprient le but commun. C'est un manager en chair et en os qui le communique, qui le fait vivre en permanence. Ça va de loin, au-delà d'un système de communication et d'un système de management. Le but commun. Je vais vous citer une anecdote rapidement. Ça se passe au temps des bâtisseurs de cathédrales. Un étranger passe sur un chantier, pose la même question à 3 ouvriers qui taillent une pierre. Et il dit, qu'est-ce que tu fais? Le premier dit, je taille une pierre. Le deuxième dit, je travaille pour gagner ma vie. Le troisième, je bâtis une cathédrale. D'après vous, lequel était le plus motivé? Eh bien, un leader, un manager motivant, est un manager qui fait de ses collaborateurs des bâtisseurs de cathédrales. Donner envie, c'est ça, motiver. Deuxième point dans la spirale, dans la molécule de la motivation, c'est la contribution individuelle. Chaque collaborateur a besoin de savoir en quoi il est important dans une équipe, en quoi il contribue à la réalisation du but commun. Et ça dépasse de loin la simple définition de fonction, la simple case dans un organigramme. C'est aussi ce qu'on appelle donner du sens. C'est chacun veut savoir en tant que personne en quoi il est important dans l'équipe, en tant que personne. C'est vendre les objectifs. Chacun a des objectifs. C'est montrer aussi la contribution de ces objectifs à la réalisation du but commun. Et voyez, en tant que manager, c'est véritablement donner de soi, passer du temps avec les collaborateurs, donner du sens et montrer à quel point ils sont importants pour nous. Et c'est ça qui fait toute la différence dans une journée de travail, dans le climat, dans l'atmosphère, dans la motivation des hommes. C'est informer en temps réel. Il se passe des choses qui concernent les collaborateurs, qui peuvent les intéresser. Eh bien, je ne vais pas attendre que ça apparaisse dans le journal de l'entreprise et surtout que les gens le sachent par les bruits de couloir ou dans la presse. Informer en temps réel, quelque chose d'important, je le dis rapidement, dans l'heure, dans les 24 heures. Là, je montre de l'intérêt et de la considération pour les collaborateurs. C'est ça qui fait une grande différence. Et là encore, il n'y a qu'un homme en chair et en os qui peut le faire. Un homme avec un grand H, mesdames, bien sûr. C'est donner des appréciations méritées. Il n'y a rien de plus pénalisant pour un collaborateur, pour un homme en général avec un grand H, d'être privé de signes de reconnaissance. Et lorsqu'un collaborateur est privé de signes de reconnaissance, eh bien, soyez tranquille, il va tout faire pour en avoir. Et dans ces cas-là,
c'est rarement un exploit. C'est tout le contraire. Quand quelqu'un accumule les comportements négatifs, eh bien, il est en train de vous dire à sa manière, intéressez-vous à moi. Intéressez-vous à moi et à la vedette que je suis à part entière. Autre point dans la spirale de la motivation, c'est le passé positif commun. Alors, le passé positif commun est un véritable carburant. Le passé positif commun, eh bien, c'est un carburant sur lequel, ou un tremplin sur lequel va pouvoir s'appuyer un manager face à une difficulté, à un objectif important, un défi. Le passé positif commun, c'est la somme de tout ce qu'une équipe a pu entreprendre en commun et réussir. Plus ce passé positif commun est important, plus le carburant est puissant, car ça renforce ce qu'on appelle, ça renforce ce qu'il y a de plus important, c'est la confiance en soi. La confiance en soi qui est générée par la réussite. Par exemple, face à un défi, un manager va pouvoir dire à un collaborateur ou à son équipe, eh bien, cet objectif est difficile, c'est un défi, oui, seulement on va y arriver, parce que regardez tout ce qu'on est capable de faire. Hein, on est fort là-dessus, on est costaud là-dessus. Regardez cette expérience, quand on a réussi ça, on n'était pas sûr d'y arriver, pourtant on est arrivé, parce que on est bon, etc., etc. Et ça, c'est complètement différent que de jouer du clairon, les hardis petits, allons-y les copains. C'est véritablement s'appuyer sur les points forts de l'équipe, de manière à ce que les coéquipiers en prennent conscience et puissent mieux les utiliser. De même avec un collaborateur qui a perdu le moral, qui a le moral dans les chaussettes, souvent qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a accumulé une série de faits qui font que la balance des réussites et des échecs devient négative. Dans une équipe pareille, quand il n'y a pas ou plus de passé positif commun, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les collaborateurs ont moral dans la chaussette, et bien souvent, quand ils sont ensemble, ils reviennent sur le passé négatif. Ils ont tendance à se faire des reproches aussi, et puis à remettre en cause le manager. Là, ça montre qu'il est urgent de faire quelque chose rapidement. Alors, que faire? Eh bien, c'est recréer un passé positif, un futur positif, en engageant le collaborateur ou l'équipe dans une nouvelle action qui a un maximum de chances de réussir. Le but, ça n'est pas l'exploit, c'est une première réussite. Et à partir de cette première réussite, féliciter et remonter la barre progressivement et ramener à nouveau l'équipe ou le collaborateur dans une spirale de succès. Et ça vient que là, il n'y a qu'un homme en chair et en os, avec un grand H qui peut le faire. Ça, c'est pas un système de management, c'est pas des techniques, des procédures, un ordinateur. Là, il faut véritablement un homme qui puisse faire cela, aider les gens à utiliser leurs capacités, les aider à réussir et les motiver, construire le succès, construire la confiance en soi. Autre point, la valorisation. La valorisation, j'ai jamais rencontré de collaborateur saturé de valorisation. La valorisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est s'intéresser aux gens et tout simplement aussi, plus simplement encore, féliciter. Il y a des managers qui disent, quand je ne dis rien, c'est que ça va. Vous pouvez pas savoir à quel point ça va 1000 fois mieux quand on le dit. Maintenant, il y a des managers qui disent aussi, ah, celui-là, je vais le coincer. Comment se retrouve le collaborateur coincé? Eh bien, il se retrouve diminué de 15 cm. Alors, vous voulez véritablement donner une formidable énergie à vos collaborateurs? Eh bien, justement, coincez-les. Coincez-les en train de faire quelque chose de bien. Et dites-leur, la seule possibilité pour donner une énergie aux collaborateurs, c'est de s'apercevoir qu'ils font quelque chose de bien et leur dire. Et je n'ai jamais rencontré de collaborateur saturé de félicitations. Alors, plutôt que de chercher
tout ce qui ne va pas, c'est véritablement chercher au contraire des occasions de féliciter. C'est tout simplement traquer le positif et non l'inverse. Et là encore, il n'y a pas de machine à féliciter. Personne ne va vous dire, aucune procédure qui va vous dire, il faut féliciter les collaborateurs X fois par jour de telle heure à telle heure. Là encore, il faut un humain qui le fasse et qui ait envie de motiver les gens et de rechercher du positif. Féliciter les collaborateurs. Bien entendu, c'est les féliciter vraiment, autre chose que les flatter. Ça veut dire que différence entre une flatterie et une félicitation, eh bien, c'est féliciter sur un acte, sur un fait positif, un effort particulier, par exemple. Il y a des collaborateurs qui sont toujours dans l'anonymat, alors qu'ils travaillent, ils font certainement plus d'efforts que certains autres, et ils sont dans l'anonymat. Quelqu'un fait un effort particulier, je l'ai vu, je le dis. Ça, c'est du management au quotidien. Ça, c'est du leadership au quotidien. Et là, il n'y a qu'un humain qui puisse le faire. Et c'est traquer le positif. Et ça, il n'y a que nous qui puissions le faire. Alors, autre élément de la motivation, c'est l'intérêt du travail. Le travail par lui-même peut être une source de motivation, peut être intéressant. Et il y a des collaborateurs qui n'ont pas beaucoup de responsabilités, qui sont quelquefois même très modestement rémunérés, et ils savent très bien que leur job ne veut pas évoluer sensiblement avec les années. Pourtant, ils arrivent au travail avec plaisir, et ils ne sont pas forcément masos. Quand vous posez cette question, et quand vous rencontrez des gens comme ça, et vous leur posez les questions, mais alors qu'est-ce qui fait que vous soyez motivé comme ça, que vous alliez au travail avec plaisir? La plupart disent, eh bien, il y a une très bonne ambiance dans l'équipe, on a un manager comme ça, il nous fait participer, il nous explique, il nous fait grandir. Quand il y a des conflits, il intervient tout de suite, et même quand il est exigeant, eh bien, on progresse et une ambiance du tonnerre. Est-ce que ça se fait tout seul? C'est là encore le rôle d'un manager. Et plus j'ai des collaborateurs qui ont des jobs modestes, plus je vais faire un effort tout particulier pour leur confier des tâches ou des actions qui correspondent le mieux à leurs points forts, à leur savoir-faire ou ce qu'ils aiment faire. Et plus le job est modeste, moins il y a de responsabilité, plus ça demande de ma part de trouver des occasions de le faire. Et vous voyez que ça aussi, ça dépasse de loin le cadre d'une simple description de fonction et de l'organigramme. Là encore, un manager motivant, c'est un manager en chair et en os qui trouve des occasions de rendre le travail plus intéressant aux collaborateurs. Et le dernier point, la réalisation de soi. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se réalise? Souvent, il y a des gens qui se réalisent dans un haut contact à fond. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ils ont l'impression d'utiliser le meilleur d'eux-mêmes, de faire quelque chose qui les passionne, de progresser sans arrêt. Et quelquefois même, il y a des gens qui ont un hobby et qui le transforment en métier, ça devient un job. Croyez-vous que dans ces cas-là, ces gens-là ont l'impression de travailler? Certainement pas. Alors vous allez dire, oui, mais nous-mêmes, en tant que manager, la réalisation de soi, c'est pas toujours évident. À plus forte raison, amener d'autres collaborateurs avec moins de responsabilités à se réaliser. C'est vrai, seulement comment faire pour tendre vers cela? La réalisation de soi, c'est aussi aider les gens à apprendre de nouvelles choses, à se former, à réaliser qu'ils progressent. C'est leur confier des tâches ou des missions où ils peuvent essayer des choses nouvelles, variées, et puis réussir progressivement. Et là encore, ça dépasse de loin le simple plan de formation de l'entreprise. C'est nous, en tant que managers, qui pouvons saisir des occasions, chercher des occasions, et aussi mieux nous connaissons nos collaborateurs, mieux nous pouvons trouver des moyens de mieux les aider à se réaliser, à progresser et à être motivés. Alors maintenant, à nouveau, vos réactions, dites-moi,
Quelles sont vos réactions, vos questions sur ces différents points? Allez-y. Et je regarde en même temps le temps qui nous reste. Ah oui. Allez-y, profitez-en. Nous, on a encore le temps. Je regarde s'il y a d'autres. Ah, quand vous voyez pas le bas de la page, c'est parce que j'ai un layout, j'ai choisi un layout comme celui-ci. Et si vous voulez voir le bas de la page, c'est quand je supprime la vidéo et les autres messages. Alors, il y a Jean-Marc Périnet. Tu conseilles de les féliciter sur le positif et je suis convaincu que c'est très bien. Que conseilles-tu quand il y a des soucis avec un collaborateur? Faut-il attendre que les soucis deviennent trop importants ou faut-il agir dès qu'un petit souci apparaît? Ah, absolument, c'est capital dans le management au quotidien. Quelque chose ne va pas, un collaborateur a un comportement ou un résultat qui est inadmissible, plus j'attends, plus ce comportement va dégénérer avec le risque en plus de contaminer les autres. D'où agir et agir rapidement. Faire face, comme on le disait tout à l'heure, d'où aussi là notre courage. Agir dans un délai maximum de 24 heures. Si je laisse faire, non seulement le collaborateur, j'encourage le collaborateur à continuer, mais les autres collaborateurs qui eux font un effort pour faire du bon boulot, ils vont se dire, mais alors, si on lui dit rien à lui, pourquoi nous, on devrait faire des efforts pour faire du bon travail? D'où l'importance de réagir. Et ça, c'est ce qu'on travaille dans ce qu'on appelle un entretien de critique. Comment réagir rapidement, efficacement, pour qu'à la fin de l'entretien, le collaborateur soit motivé pour corriger le tir, corriger son comportement, et non pas être motivé seulement pour éviter de se faire engueuler. Voilà. Comment faire? Alors, ici, je ne peux que répondre, vous donner quelques éléments. C'est quelque chose qu'on travaille dans un cycle de management des hommes, leadership en action, que ce soit en présentiel ou en online. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est d'abord de vous préparer, réunir les éléments, les faits pour être factuels, et ensuite intervenir auprès du collaborateur et faire en sorte qu'il soit motivé pour corriger le tir dans un délai très court. Préparation, factuelle, positif. Excellente question. Alors, je vois que quelqu'un, c'est Adrien. Quand vous dites « je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec trop de félicitations », ne craignez-vous pas d'être considéré comme un lèche-botte? Ne craignez-vous pas que vos compliments s'en retrouvent moins importants? Oui, si le but, effectivement, c'est véritablement de féliciter et non pas d'être un lèche-botte et d'un béni oui et tout va bien. Une vraie félicitation, ce qui diverge, une félicitation à l'inverse de la flatterie, du lèche-botte, une félicitation, elle est concrète. Je vois quelqu'un qui a fait un effort particulier ou qui a réussi quelque chose de particulier, je réagis sur cet effort-là. Je dis à un collaborateur, c'est important que vous soyez ponctuel, par exemple. Il doit s'améliorer là-dessus, hein, et on se dit, c'est normal, tout le monde est payé pour ça. Bon, mais je lui demande de faire un effort. Le lendemain même, il est ponctuel. Je vais le surprendre en train d'être ponctuel, et là, je vais dire, bravo. Maintenant, quand il sera devenu ponctuel, c'est normal. Effectivement, je ne vais pas le féliciter à tout va. Une félicitation, c'est factuel et c'est aussi spécifique. Je félicite sur un point précis et rien d'autre. Et aussi, elle est spontanée. Je ne vais pas prendre un post au cours de l'entretien annuel. Si ma félicitation est spontanée, le collaborateur sait d'abord pourquoi je félicite. Et là, c'est la différence avec la flatterie et, comme vous dites, le lèche-botte. C'est pas ça du tout. Voilà. Et aussi, une autre condition pour qu'une félicitation soit bien ressentie comme telle, je vous dis par exemple, Adrien, votre intervention, là, votre question,
est essentiel, c'est magnifique, c'est très bien. Là, on voit véritablement que vous êtes un manager d'expérience et de bon sens. Là, vous allez dire, Régis, bon, il va fort, là. Hein. Par contre, je peux vous dire, bravo Adrien, c'est très important parce que féliciter, c'est souvent difficile, ça a de l'impact et c'est très différent de la flatterie parce que si c'est ressenti comme tel, ça tombe à plat. Maintenant, Adrien, dites-moi, est-ce que me prêtez 100 €? Ah, la prochaine fois que je vais vous féliciter, qu'est-ce que vous allez vous dire? Oh, qu'est-ce qu'il va me demander au retour? Donc, une vraie félicitation, elle est spontanée, elle est concrète et après, elle est gratuite. Ça, c'est une vraie félicitation. Et non pas de la flatterie. On se discrédite. Alors, maintenant, deux attitudes clés dans le management des hommes que nous allons aborder très vite car le temps est limité pour cela. Ceci étant, il y aura d'autres webinaires où on pourra développer ces points. Deux attitudes clés pour motiver les gens, c'est une attitude directive et une attitude participative, ou une attitude participative et une attitude directive. Et c'est les deux. C'est faire l'équilibre entre les deux. Et maintenant, on va aborder un premier point, c'est l'attitude participative. Quels sont les freins à l'attitude participative d'abord? C'est que souvent, à l'attitude directive, pardon, c'est que souvent on a une insuffisance d'informations, et souvent quand il faut prendre une décision, c'est avec des informations insuffisantes. Ce qui ne veut pas dire sans information, bien entendu. C'est des incertitudes concernant la réussite, on n'est jamais sûr. C'est quelquefois avoir l'espoir que le temps va arranger les choses. C'est rarement le cas. Penser que d'autres, notamment les collaborateurs, devraient eux-mêmes prendre la décision. Et on temporise. Ça, c'est des freins. C'est aussi les risques d'impopularité, parce que quand il faut trancher quelquefois, ça ne convient pas à tout le monde. C'est des freins à l'attitude directive. Alors, quelles sont les attentes aussi des collaborateurs face à l'incertitude? Qu'est-ce qu'ils attendent aussi de leur manager? Eh bien, ils ont besoin de savoir que le manager sait où il va, que la barre est tenue, qu'il y a un pilote dans l'avion. Et aussi qu'il sait prendre ses responsabilités. Et il y a des cas, on ne peut le faire, on ne peut le montrer qu'en étant directif. Alors, je ne vais pas prendre un cas ici parce que le temps va nous manquer. Mais par contre, je peux montrer une vidéo courte d'un entretien directif où le manager suit différentes phases. Il annonce une décision à un collaborateur ou une collaboratrice, une décision qui ne lui convient pas. Donc, on va observer cette vidéo et ensuite on va dégager les différentes phases de cet entretien et ensuite vous réagirez. Ça va être court, 2 minutes 14 maximum. Espérons que le débit sera suffisant parce que là maintenant on arrive à 1 heure de la journée où alors si vraiment c'est trop long, on va utiliser une autre méthode. Ah, C'est passé. Très bien, on a eu un temps merveilleux. On en a profité pour faire des balades à vélo. Magnifique. Alors, Johanna, je vous ai demandé de venir car j'ai décidé de stopper dès maintenant le projet New One. Ah, je comprends pas, c'est totalement insensé. Cela fait 2 mois qu'on s'investit sur ce projet. L'objectif est de faire de nouvelles marges.
Véritablement, si on se désengage dès à présent, ce serait une folie. Je comprends tout à fait votre réaction. Vous êtes beaucoup engagé sur ce projet, vous en attendiez beaucoup, nous aussi. Et si j'ai pris cette décision, je vais vous dire pourquoi. Nous arrivons à la moitié de l'exercice et nous sortons à 16% de marge contre 32 budgétés. C'est dire que si nous voulons garantir les résultats escomptés, il y a une seule possibilité, c'est de geler tout nouvel investissement. Alors, compte tenu de l'urgence de la situation, que pouvez-vous mettre en place avec vos équipes pour montrer à la force de vente et à nos clients que nous sommes toujours dynamiques sur le marché avec la gamme de produits existante? J'avoue que je suis un peu pris de court. Je ne m'attendais pas du tout à cela. On va mobiliser l'équipe et puis on va mettre en place un nouveau programme de stimulation. Très bien. Et quoi d'autre encore comme mesure? Eh bien, il va falloir contacter les fournisseurs pour négocier de nouvelles marges. D'accord. Alors, compte tenu de cela, par quoi commencer? Tout d'abord, mobiliser l'équipe. Et ensuite, on contactera les fournisseurs. Très bien. Alors, quel est le délai maximum pour lancer une nouvelle campagne? 3 ou 4 semaines maximum. D'accord. Ça veut dire quel délai maximum? Alors, quelle date? Le 15 février. Impeccable. Mais écoutez, Johanna, j'apprécie beaucoup votre réaction et je sais que quand vous engagez, ça marche.
Alors Cédric, le but de cet entretien, c'est de travailler sur le budget des frais de déplacement pour l'exercice prochain qui commence le 1er janvier. Et le but, c'est de les réduire de 20%. Alors, d'après vous, comment faire pour y arriver? L'objectif est ambitieux, mais connaissant bien la situation, j'ai des propositions à faire. Oui. Quelles sont vos propositions? Tout d'abord, en se basant sur le turnover, nous allons avoir d'ici la fin de l'année 2 à 3 départs. Oui. Je propose donc que nous redécoupions les secteurs des vendeurs en région de manière à réduire ces frais-là. Et j'ai également réfléchi à d'autres solutions. Ah, très bien. Et quelles sont ces autres solutions? Actuellement, nous négocions avec des chaînes d'hôtels pour réduire le coût des nuitées. Oui. Et nous pourrons également organiser les réunions en région plutôt que de réunir les vendeurs au siège. Très bien. Alors dites-moi, de combien de temps avez-vous besoin pour vérifier que ces différentes dispositions puissent fonctionner dans les délais prévus? 1 mois, tout au plus. Très bien. Eh bien écoutez Cédric, d'accord pour 1 mois, et puis quand on se reverra, vos propositions seront retenues, puisque vous